Bonjour à tous. Déjà un petit tour de table. Donc aujourd'hui au niveau d'Atoll Conseil Développement, donc il y a Myriam qui est ici présente, donc qui pourra intervenir peut-être en fin de séance s'il y a des questions. Donc qui est responsable notamment du commerce au niveau de l'activité SIG et au niveau de la data. Donc voilà, donc c'est vraiment les thèmes qui sont aujourd'hui, je dirais traités, enfin en tout cas évoqués parmi sur cette présentation. Et donc moi, Cédric Darron, je suis le directeur de projet depuis 2000. Voilà, j'étais chef de projet avant, mais depuis 2009 à Atoll Conseil Développement. Et voilà, j'assure donc la direction de projet, notamment de projet métier à vocation cartographique, et également une partie de veille sur l'activité et d'expertise sur l'activité SIG. Quelques mots rapidement, hein, on va pas se passer trop de temps là-dessus, hein, mais sur Atoll Conseil Développement. Donc Atoll Conseil Développement, c'est une société qui est née en 2000. Moi, je suis arrivé en 2009. On était à l'époque une cinquantaine. Aujourd'hui, on est plus de 170 collaborateurs répartis sur deux principalement au niveau des agences, Gevrey-Chambertin et Dijon, avec également quand même quelques petites agences commerciales pour les échanges et un petit peu de production aussi sur Paris et Lyon. Donc une organisation, une entreprise quand même très, je dirais, orientée vers l'usage des technologies open source, même si on n'est pas dogmatique et que, en gros, ce qui nous intéresse, ce qui nous apporte, c'est la satisfaction et la réponse aux besoins du client. Voilà, mais quand même cette sensibilité aux outils open source. Des profils variés qui vont permettre de répondre à des profils de collaborateurs variés qui vont permettre de répondre à la fois à je dirais ce besoin de compréhension fonctionnelle des clients, donc notamment dans le cadre des applications métiers, mais tout ce qu'on peut produire pour le client. Donc avec des voilà, moi typiquement j'ai une formation de départ en environnement, hein, pas forcément en informatique, voilà, et puis après derrière par contre des profils beaucoup plus techniques sur système et réseau, sur des développeurs seniors, enfin avec beaucoup de background technique. Voilà, donc je dirais des collaborateurs qui ont des profils différents qui permettent justement de couvrir voilà l'ensemble des besoins et des attentes voilà des clients d'Atoll Conseil Développement, quoi. Au niveau des domaines d'intervention, donc Atoll Conseil Développement, initialement, c'était effectivement, et ça reste encore aujourd'hui pour une grosse partie des activités, la conception et le développement d'applications métiers, dans lequel notamment la cartographie, l'usage des SIG, des technologies géospatiales prend une part importante, hein. On verra quelques exemples après, voilà, d'usage entre guillemets ou d'intégration de ces technologies géospatiales dans les applications métiers. Donc, on a également un gros pôle lié à tout ce qui va être gestion documentaire, capture documentaire, enfin voilà, scanner, reconnaître, OCR, archiver, processus dédié voilà au workflow de tout ce qui va être dématérialisation de documents. Une autre activité donc dédiée spécifiquement à tout ce qui va être voilà décisionnel, big data, enfin la data en général, les tableaux de bord, ce dont on va parler en partie aujourd'hui. Une partie communication, alors numérique, voilà, donc ce qui concerne notamment la mise en place de tout ce qui va être CMS, enfin Content Management System, donc les outils type Drupal, type O3, en gros les sites, voilà, les sites internet ou intranet ou extranet. Et puis la particularité qui fait qu'on est en mesure de pouvoir, avec notre équipe infogérance, de pouvoir héberger en fait, pour ceux qui le souhaitent, les solutions qu'on a mis en place pour nos clients, que ça soit au niveau des applications métiers, GED ou autres. Voilà. Je m'étends pas plus sur la partie générale. Quelques petites références dans le domaine des SIG open source. Donc on a voilà, on travaille à la fois pour le secteur public et le secteur privé, enfin public ou parapublic, hein. Donc on a notamment, donc je reviendrai tout à l'heure, je vais pas trop rester trop longtemps dessus, mais on travaille notamment depuis pas mal d'années pour l'Agence nationale des fréquences. Donc qui est une structure publique voilà qui prend en charge notamment le contrôle des bandes de fréquences, l'installation des sites radioélectriques et un certain nombre de choses concernant justement les mesures de champ radioélectrique, quoi. Voilà, l'ARCEP, donc vous connaissez certainement, avec voilà, chargé de la concurrence, voilà, sur tout ce qui va être déploiement de la fibre, déploiement de la téléphonie mobile, la mise en concurrence et ainsi de suite. Des collectivités type métropole de Lille, donc voilà, pour lesquelles on a fait typiquement de l'expertise sur la solution GeoServer, donc on a une spécialité sur la technologie GeoServer, le serveur cartographique. La ville de Paris, pour laquelle on a développé un partenariat avec Oslandia, donc une entreprise basée sur Lyon, spécialisée sur l'usage de PostGIS et de QGIS,
donc toute une chaîne en fait de traitement depuis la saisie jusqu'à la publication au sein d'applications métiers de tout ce qui va être gestion des égouts de Paris. Donc voilà, maintien du plan sous QGIS dans une base de données spatiale PostGIS, modèle topologique, de réseau, et puis tout un tas d'outils extranet développés donc là aussi par Atoll pour la consultation, la simulation des coups en égout sur les égouts de Paris. Des applications mobiles aussi Carto, notamment pour Biotop, donc un bureau d'études, un des gros bureaux d'études en environnement au niveau national voire européen. Tout ce qui va être thématique, enfin voilà, donc gestion de l'eau en lien avec notamment la sécurité incendie, donc pour Haut-de-Paris, donc avec un mécanisme de synchronisation des données de disponibilité des boucles d'incendie vers les systèmes des pompiers, donc la brigade des sapeurs-pompiers. Le domaine agricole avec des expertises, pareil, ou des optimisations liées au serveur cartographique géoserveur ou des applications beaucoup plus conséquentes comme les applications Mes Parcelles qui sont aujourd'hui, donc c'est une application métier cartographique à destination notamment des agriculteurs qui est à peu près utilisée, je crois, aujourd'hui par 50 000 exploitations agricoles en France. Voilà, des expertises encore ou des audits sur des architectures SIG, notamment pour la CNR qui sont en cours. Et puis les applications en fait qu'on maintient, qui sont distribuées en open source, pour lesquelles on maintient, donc qui sont notamment la solution Remocra, qui équipe une quinzaine sans S, une quinzaine de SDIS en France et la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, quoi. Voilà. Aujourd'hui, ce que je vous propose par rapport aux observatoires, c'est en gros divisé en trois grandes parties. La première partie dédiée un petit peu quelles sont les questions qu'il faut qu'on se pose à un moment donné quand on parle d'observatoire, quand on souhaite monter un observatoire. Voilà, c'est pas à un moment donné, j'ai un observatoire à monter, je choisis mon outil, j'y vais, quoi. Non, en gros, c'est, je choisis mon outil. Oui, il va bien falloir choisir son outil. Par contre, il y a quand même un questionnement préalable à se poser. Voir un petit peu s'il existe, et il en existe quelques-uns, des outils qui sont plus appropriés pour pouvoir mettre en place ces observatoires cartographiques. Et puis, enfin, des exemples de présentation d'architecture et de réalisation qu'on a pu faire sur des observatoires sur mesure. Donc, voilà. Donc, ces observatoires un petit peu à façon, quoi. Personnalisé à outrance, pas à outrance, à l'extrême peut-être, voilà. Quelques questions à se poser, donc quelques questions à se poser. Donc le premier type de question, en gros, qu'il faut qu'on se pose, c'est quoi l'objectif de l'observatoire cartographique que je veux mettre en place, c'est qu'est-ce que je veux montrer, quoi. Donc moi je les ai répartis. Alors bon, ça c'est ma vision personnelle, hein, je prétends pas détenir la vérité, mais est-ce que dans trois types de catégories, est-ce que ça va être un observatoire spécifique? Je vais montrer sur un indicateur ou deux indicateurs, mais vraiment très proches et avec un certain niveau de détail et de contenu apporté. Parce que la thématique, parce que le sujet est important et qu'il mérite un observatoire à lui tout seul. Donc des observatoires spécifiques. Donc le suivi de la radioactivité, le suivi du déploiement de la fibre optique, le suivi du loup, de l'implantation du loup en France, voilà, ainsi de suite. Enfin, en gros, j'ai un nombre relativement limité et en tout cas qui sont très proches, des indicateurs qui sont très proches, enfin, en tout cas très liés, sur des domaines spécifiques. Le deuxième, ça va être un niveau qui sera un peu plus large, on ouvre un peu plus. C'est la transition énergétique, voilà. C'est-à-dire qu'on va avoir des indicateurs qui sont liés par le thème, mais qui vont être présentés sous différentes formes, parfois avec de la carto, parfois sans carto, mais qui globalement concernent une thématique particulière. J'ai mis la transition énergétique, on verra un exemple tout à l'heure, le foncier, donc c'est des choses qui vont être relativement proches d'un point de vue sémantique. Et enfin, le dernier type d'observatoire, c'est qu'on retrouve parfois dans des organisations, c'est à un moment donné l'observatoire qui va finalement présenter un petit peu tout ce que peut faire un organisme et qui peut prendre ça va être par exemple les thématiques d'une collectivité, l'implantation des déchetteries ou qui sont financées par une collectivité, un conseil départemental, financé ou cofinancé par mais on va retrouver à côté les routes, Donc en gros, je dirais des choses qui n'ont pas forcément de lien entre elles, si ce n'est l'organisation qui potentiellement est à l'origine de cet observatoire. Deuxième niveau de question, autre question à se poser, c'est le type de public
Concrètement, le type de public, c'est voilà, à qui ça va s'adresser. On va pas forcément proposer les mêmes outils, le même niveau de données à des publics qui sont pas les mêmes. Donc, on a par exemple, voilà, l'observatoire type grand public. Donc, en gros, il va falloir qu'on se pose la question de l'esthétique. Il faut que les gens viennent, il faut qu'ils aient envie de venir, de la simplicité d'usage. Voilà, il faut qu'ils retrouvent facilement l'information, qu'on n'ait pas entre guillemets des comportements à avoir qui nécessiteraient soit une formation, soit quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs. Voilà. Donc il y a aujourd'hui, voilà, notamment dans les observatoires carto, il y a grosso modo des comportements qu'on retrouve sur le géoportail, sur Google Maps, un petit peu partout. Voilà, aller à l'encontre de ce genre de mode de fonctionnement pourrait amener à des déconvenus, notamment en termes de consultation, des choses comme ça. Le deuxième niveau, ça va être le public d'initiés d'experts. C'est-à-dire que là, on va effectivement accéder, avoir à proposer des fonctionnalités qui sont peut-être un peu plus riches, un niveau de détail voilà, sur les données qui sera peut-être un peu plus fin, du vocabulaire un petit peu particulier, voilà, qui va faire que on s'adresse pas forcément à monsieur tout le monde, entre guillemets. En sachant que les observateurs peuvent être des fois à répondre à ces deux, potentiellement à ces deux publics en fonction jusqu'où on va dans l'usage, quoi. Voilà, si c'est bien fait. Dernier autre type de public, c'est ce que j'appelle les publics à accès limité, c'est-à-dire qu'on va s'authentifier, ou pas. Ça va être réservé typiquement à un intranet, ou alors on va s'authentifier. En gros, c'est pour pouvoir diffuser de la donnée auprès de personnes dont on connaît déjà à l'avance, je dirais, si ce n'est le nom, au moins le périmètre, quoi. Voilà. Et qui seront peut-être pour eux habitués déjà à certaines pratiques. Alors, on peut très bien publier un observatoire qui reprend un petit peu les fonctionnements d'un SIG classique, bureautique, et donc voilà, si les personnes sont des géomaticiens ou des personnes qui sont habituées à utiliser ce genre d'outils, ils retrouveront leur petit, quoi. Ou alors, à contrario, vu qu'on connaît le public, on peut passer par des séances de formation. Voilà, donc tout ça en fait fait que à un moment donné, ça va permettre d'orienter un peu le choix aussi du type d'outil, quoi. Je dirais du type d'outil et ou de la nécessité de choisir de faire un observatoire sur mesure ou pas. Autre question toujours, c'est à un moment donné, évidemment, qu'est-ce qu'on va proposer comme fonctionnalité à l'utilisateur, quoi. Donc, faut savoir qu'un observatoire, c'est pas forcément à un moment donné une page HTML avec du zoom possible, voilà, des fonctions i ou des choses comme ça. Non, ça peut être aussi un observatoire. Je publie des cartes qui sont plus ou moins statiques, quoi. Voilà, à un moment donné, une information qui bouge une fois par an, voilà, et qui n'a pas forcément besoin d'un niveau de détail, qui nécessiterait un zoom pour accéder à un niveau fin. Voilà, si c'est pour faire une carte en gros, proposer une carte départementale avec des couleurs, une carte par plage ou des choses comme ça, est-ce que derrière, il faut déployer quelque chose de compliqué ou est-ce que simplement une carte SVG mise dans une page HTML avec un style, ça peut pas répondre à la problématique? Posez-vous la question. Voilà. On peut bien évidemment avoir le niveau fonctionnel un peu plus riche, c'est-à-dire que là, je suis en mesure de zoomer sur un objet, de pouvoir faire une recherche par adresse, de pouvoir cliquer sur un objet, d'avoir une fiche d'info, de pouvoir disposer de filtres préétablis. On verra des exemples tout à l'heure, hein, de filtres préétablis sur des communes ou sur des niveaux d'agrégation de données, des choses comme ça. Le niveau suivant, ça va être potentiellement l'agrégation, c'est-à-dire que je suis capable potentiellement, dans des outils un peu évolués, de construire mes propres analyses. Voilà, en allant sélectionner sur une emprise cartographique une liste de communes et potentiellement pouvoir agréger les informations sur cette sélection pour en obtenir la somme, la moyenne, la variance, tout un tas de choses, quoi. Voilà. Le niveau collaboratif, c'est la contribution. C'est qu'à un moment donné, c'est pas forcément une organisation qui prend les données, qui les diffuse au sein d'un observatoire. Ça peut être quelque chose qui est collaboratif. Dans les observatoires dits naturalistes, il y a des formats d'apport qui sont prévus pour pouvoir apporter des jeux de données au format CSV, normalisé, qui vont permettre d'alimenter, au fur et à mesure des études, l'observatoire de suivi des espèces invasives, par exemple, en Pays de la Loire ou que sais-je. Voilà. Donc, si vous voulez, on a différents niveaux fonctionnels et évidemment, il va falloir se poser la question à un moment donné si on commence à avoir des comportements qui sont très spécifiques, très ciblés, voire métiers. Est-ce que c'est un observatoire au sens, un outil générique que je dérive en observatoire ou est-ce que c'est finalement pas une application métier spécifique
que je développe sur mesure. La frontière n'est pas toujours évidente à trouver entre les deux. Voilà. Mais en tout cas, c'est voilà, il faut bien se poser la question de à qui je m'adresse, qu'est-ce que je vais proposer comme fonctionnalité, est-ce que je reste dans du classique, est-ce que voilà, c'est toutes ces questions-là qui vont conditionner en partie le choix d'outils, mais aussi l'organisation que je vais mettre en place pour alimenter cet observatoire. Et puis la stratégie de consultation, donc ça c'est pareil, c'est globalement on va revenir dessus après, mais la stratégie de consultation c'est en gros quel va être mon point d'entrée. Est-ce que mon point d'entrée c'est la carte qui est affichée en plein écran, ou est-ce que ma carte c'est et je clique et j'accède derrière à du dashboard, à tout un tas des fiches d'information classiques, ou alors est-ce que c'est la carte qui est la résultante en fait d'un traitement du détail que j'ai quand j'ai cliqué dans un tableau ou des choses comme ça. Donc ça peut être la carte point d'entrée, la carte résultante, enfin widget ou média qui me permet de comprendre la donnée que j'ai triée, que j'ai agrégée, que j'ai filtrée dans mon tableau de bord, et en m'affichant sous une forme, non pas histogramme ou camembert ou ce que je veux, jauge, ou ainsi de suite, mais sous forme cartographique, la donnée, quoi, le résultat de la donnée, quoi. On verra, c'est pas toujours évident de trancher, puis pareil, là aussi, la frontière est pas toujours évidente entre les outils orientés DataVis et les outils SIG, quoi. Et enfin, les questions à se poser, en gros, c'est quels moyens et quelles contraintes, quels moyens dont je dispose ou les contraintes qui me sont plus ou moins imposées, quoi. Donc les moyens, ça va être des moyens humains déjà d'une part. À un moment donné, est-ce que j'ai les compétences pour pouvoir mettre en place cet observatoire? Est-ce qu'il faut que je fasse appel à quelqu'un d'autre? Le mettre en place et le maintenir ou l'alimenter, quoi. Donc aujourd'hui, je dis moi je suis super séduit par les solutions open source. Par contre, je suis pas sensibilisé, je sais pas ce qui existe, je sais pas trop comment ça fonctionne. Enfin voilà. Donc il y a quand même un certain nombre de questions à se poser là-dessus. Il va y avoir bien évidemment les moyens financiers. Je veux me doter de quelque chose de sur mesure, aux petits oignons. Par contre, j'ai pas d'argent, quoi. Bon, là, typiquement, est-ce qu'il faut pas mieux se retourner vers une solution un peu plus générique, à licence ou pas, propriétaire ou pas, qui permettent de finir, de faire le job, quoi. Voilà. Donc ça, c'est aussi des questions qu'il faut bien évidemment rentrer dans l'équation. Et après, évidemment, les aspects aussi techniques, quoi. Est-ce que je suis hébergé à un moment donné, c'est un observatoire qui est interne. Bon, je peux le mettre sur mon LAN. C'est un observatoire qui a vocation à avoir une forte fréquentation. Bon, il faut que je le mette à l'extérieur. À l'extérieur, c'est quoi l'hébergement, l'infogérance? Comment est-ce que je gère tout ça? Est-ce qu'il y a des hébergeurs dédiés pour gérer justement l'information, permettre la diffusion d'informations géographiques? On verra des exemples tout à l'heure sur mesure avec l'ARCEP et l'ANFR. Et puis également les aspects sécurité. À un moment donné, je vais héberger chez moi, je veux que les gens puissent rentrer sur mon réseau, mais bon, en fait, la DSI, elle veut pas, quoi. Donc voilà, entre autres. Voilà un petit peu. Donc en conclusion, il faut vraiment se poser quelques questions préalables avant de partir bien en tête en disant qu'est-ce que je veux montrer, à qui, quelle va être la richesse fonctionnelle, et aussi se placer dans l'évolution. C'est-à-dire que le besoin d'aujourd'hui de l'observatoire, c'est peut-être pas forcément le besoin de demain, quoi. Donc intégrer quand même, essayer de garder à l'esprit que ça peut évoluer, quoi. Après, on peut très bien, il n'y a jamais rien d'informatique, c'est sans cesse une remise en question. On peut très bien commencer avec un outil relativement modeste aujourd'hui, quoi, et puis d'évoluer demain parce que soit d'un point de vue stratégique, la structure a perçu vraiment que l'intérêt de ce type d'outil vis-à-vis des internautes ou du public cible, et souhaite apporter plus de richesse, ou alors on s'est aperçu que finalement l'outil qu'on avait choisi il était un peu trop limité, ou ne correspondait pas forcément pour les utilisateurs à un usage pratique, et du coup c'est pas fréquenté. Alors faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il est pas fréquenté? Est-ce qu'il est trop compliqué? Est-ce qu'il est pas trop compliqué? Est-ce que c'est les données? Est-ce que c'est le thème qui finalement n'intéresse personne? Bon bref, il y a de toute façon je dirais penser sur la durée, quoi. Quelques outils dédiés. Donc là, les outils dédiés, c'est en gros, est-ce que quand je vais monter mes observatoires, je vais pouvoir m'appuyer sur des technologies existantes qui vont permettre de répondre à ces problématiques d'observatoire, justement. Donc moi, je les ai, alors pareil, je prétends pas détenir la vérité, hein, j'ai essayé de déclasser un petit peu, on va pas tous les aborder, d'ailleurs je serais bien incapable de parler de certains. Globalement, moi j'ai essayé de les séparer en deux catégories par rapport à leur licence et par rapport justement au fait qu'ils sont versés dans le domaine open source ou pas. On va retrouver donc les outils open source d'une part et les outils propriétaires. Donc je cite ceux qui sont orientés,
connaissez peut-être, alors soit ceux qui viennent du monde de la carto ou ceux qui viennent du monde de la data, plus classique. Donc ça, c'est le premier niveau de classification. Et le deuxième niveau, même si c'est pareil, la limite est beaucoup moins franche, c'est voilà, c'est en gros quelle est un petit peu l'origine de cet outil. Par qui est-ce qu'il a, enfin, il a été conçu, en tout cas par quel, je dirais, origine, enfin, en tout cas, cœur de métier, il a été pensé. Donc là, on va retrouver effectivement des outils qui sont plutôt orientés SIG, donc à la fois dans les outils open source ou propriétaires, ou alors des outils qui viennent plutôt du monde justement des dashboards, du traitement de la data, et pour laquelle en fait la carte, c'est ce que je vous disais, peut présente un intérêt, mais c'est pas forcément du carto centré initialement, quoi. Voilà. Donc je vous propose de balayer quelques outils qui sont plutôt orientés DataVis, et puis après on basculera sur ceux qui sont plutôt orientés, enfin qui ont en tout cas une genèse ou une origine plutôt carto. Alors, ça n'a pas vocation à être exhaustif, hein, qu'on soit bien clair. Voilà, donc je suis pas là pour vendre tel ou tel produit. Voilà, donc je vous montre quelques exemples de réalisations qui ont été faites par Atoll ou pas d'ailleurs dans certains cas. Voilà. Donc une première des solutions DataVis, c'est la suite Pentao que nous exploitons depuis un certain nombre de temps, et pour lesquels initialement il n'y avait pas forcément de mode de représentation cartographique de la donnée. Donc on avait les histogrammes, on avait les jauges, on avait tout ça, quoi. Par contre, c'est vrai que régulièrement, les clients nous demandaient de pouvoir faire au moins de la cartographie statistique à l'échelon régional, départemental, voire communal sur une échelle de région, ainsi de suite. Donc là, on a simplement, nous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, intégré un module qui, à partir d'un template SVG généré avec un SIG, QGIS, ArcGIS ou ce qu'on veut, en export SVG des limites administratives, a permis, vous voyez ici l'outre-mer, évidemment, on l'a redéplacé à la main, Paris on l'a mis ici, a permis de générer un template, si vous voulez, cartographique, qui lui, par contre, sur lequel en fait on apporte de l'interactivité, à la fois par rapport aux événements de clic-souris, mais aussi, bien entendu, par rapport aux événements, voilà, quand on fait les filtres, la carte s'adapte automatiquement pour pouvoir présenter, alors là je vois qu'il n'y a pas de légende, pour pouvoir présenter, quand on clique dessus on a l'information, pour pouvoir présenter les données, voilà. Donc là, typiquement, la carte statistique, classique, voilà. On peut, deuxième niveau, donc là on est quand même sur la donnée un peu plus géoréférencée, avoir un viewer cartographique, donc là on est sur un fond OpenStreetMap, mais sur lesquels on vient rajouter de la donnée stockée dans une base géographique, mais il n'y a pas forcément un serveur cartographique, quoi. Voilà. Et on reste dans un outil de création de tableau de bord. Donc là on est sur du réseau autoroutier qui est en GeoJSON et qui prend les couleurs en fonction des critères de l'analyse thématique qu'on lui a mis, et la possibilité de pouvoir accéder aux informations attributaires. Voilà. Mais on reste dans un outil de dashboard au départ. Ici, vous voyez OpenLayers. OpenLayers est un composant cartographique voilà, dont je parlais tout à l'heure. Aussi, un autre outil, donc on est en train de le déployer, on va le déployer dans les S10 pour faire des tableaux de bord. Donc voilà, un outil relativement simple qui permet de pouvoir répondre un petit peu à la problématique aussi de carte par plage, de localisation. Donc ici, des points d'eau d'incendie avec le filtrage typiquement par arrondissement. Voilà, donc on est sur l'assemblage de widgets sur une page pour pouvoir faire des tableaux de bord qui vont être à destination de profils différents. Voilà. Donc après, vous voyez, en retour, on est quand même tous les tableaux de bord, voilà, ça ressemble à des tableaux de bord, quoi. Globalement, c'est des rectangles qu'on positionne à des endroits différents et qui vont montrer une représentation de la donnée, quoi. Donc là, voilà, c'est un mode de représentation voilà, qu'on retrouve, en tout cas, on retrouve beaucoup de similitudes dans tous les outils qui vous sont proposés là, quoi. Autre outil, DigDash. Donc là, on est monté en compétence dernièrement, depuis un petit moment déjà dessus, mais voilà, et on s'est associé avec, on a un partenariat avec la société DigDash justement pour pouvoir proposer, pareil, des tableaux de bord avec des représentations cartographiques. Donc là, on est sur le projet Aquasys, donc qui est sur la thématique des eaux de baignade, avec, vous voyez, des représentations à la fois à l'échelon départemental, des représentations directement avec de la localisation des points de baignade, ou avec la mise en place de clusters, pour pouvoir justement intégrer cette notion de proximité des points de baignade. Et puis quand on zoome, évidemment, ça permet d'accéder directement au site de baignade. Les outils orientés SIG. Donc là, on était vraiment dans les outils, en gros, les dashboards. Je trace des rectangles, il y a mon histogramme, il y a ma carte. Les outils SIG, eux,
on va avoir une approche un petit peu différente. La carte va prendre une part peut-être plus importante, ne serait-ce que déjà, vraisemblablement déjà à l'entrée. Et on va avoir des technologies qui sont quand même beaucoup plus liées à l'usage du SIG, quoi. Le précurseur, donc je vais pas en parler plus que ça parce que je le connais pas particulièrement. Par contre, je sais qu'on le trouve régulièrement déployé dans pas mal de structures. C'est l'outil GeoClip, quoi. Donc voilà. Donc alors, est-ce qu'il était plutôt orienté dashboard, est-ce qu'il était plutôt orienté SIG? Voilà, je sais pas trop. Peut-être que celui-là il est à cheval des deux. C'est un outil qui était initialement développé en Flash, donc qui quand même qui a un gros historique derrière lui, quoi. Et après, quand Flash est mort, ils l'ont porté sur des technologies beaucoup plus récentes. Et c'est vrai que voilà, il répond clairement depuis ses débuts, à ces problématiques de création de cartes par plage, de cercles proportionnels, de la vraie carto statistique, entre autres, avec la publication d'indicateurs, de téléchargement de données, de consultation des données attributaires, et ainsi de suite. Voilà. Donc je pense que vous le connaissez tous, vous l'avez tous vu au moins à un moment donné une fois dans votre vie, pour ceux qui se sont penchés un petit peu sur ces différents observatoires publics ou privés, quoi. Voilà. Je vais pas rester plus longtemps dessus. J'en serais bien incapable, donc simplement voilà, c'est une solution qui est aujourd'hui détenue par Cyril Group Business Geographics. Voilà. Et puis on a du coup les visualisateurs cartographiques open source. Donc là, je les connais un petit peu plus. Comme je vous dis, on a plus de sensibilité. Donc concrètement, il y en a plusieurs. Donc je vais vous en présenter, je vais vous en évoquer trois. Donc le premier, c'est le visualisateur MViewer. Donc il faut savoir que ces outils cartographiques, ils n'ont pas la spécificité de répondre à une problématique d'observatoire. C'est des outils qui permettent de pouvoir proposer un accès à la carte, de manière globale, quoi. Voilà. Donc, si demain on veut mettre du cadastre, on n'est pas forcément, voilà, c'est pas des outils qui ont vocation à proposer forcément des cartes par plage, des cercles proportionnels, ou ainsi de suite, quoi. On soit bien d'accord, quoi. Voilà. Mais c'est des outils qui sont capables, justement, de prendre en charge cette fonctionnalité, quoi. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc, le premier, c'est MViewer. Donc, c'est un outil qui est développé et qui est maintenu par une équipe de développeurs, qui est notamment utilisé par GeoBretagne. Alors, je vais essayer de retrouver mes exemples. Voilà. Alors, on va aller voir lequel. Voilà, thématique externe. Voilà. Donc là, je vous montre des exemples de réalisation qui ne sont pas des exemples Atoll, hein, qui sont plutôt des exemples d'usage. Donc on va retrouver, vous voyez, on a déjà quelque chose qui nous fait penser au sujet, cette notion de couche, quoi, et le thème, quoi. Mais vous voyez finalement, voilà, donc avec la possibilité on retrouve un peu justement ces analyses, ces indicateurs sur lesquels on souhaite pouvoir présenter un certain nombre de données, avec des analyses qui sont toutes faites, qui sont préparées, et des possibilités, donc de pouvoir filtrer éventuellement par date. Et vous voyez qu'on a un comportement qui est un petit peu différent. Déjà, la carte prend beaucoup plus d'espace au niveau du dispositif. La carte est vraiment un point d'entrée. Voilà. Alors, est-ce que je peux, voilà, commune, voilà, des niveaux d'agrégation qui sont différents, sachant que vraisemblablement ici c'est déjà pré-généré, et la possibilité quand même de pouvoir avoir cette notion de graphique, quoi. Voilà. Donc ces dashboards, voilà. Mais vous voyez bien qu'ici on est à un moment donné dans un comportement. J'active une couche, je choisis une analyse thématique, je clique pour accéder aux informations de détail de ma commune, de mon EPCI, et ainsi de suite. Voilà. On n'est pas forcément sur un mode, voilà, j'ai glissé mes widgets sur, voilà. Donc c'est un outil qui a l'avantage de pouvoir être relativement facilement personnalisé, hein. Après avec des niveaux de complexité un petit peu différents. Par contre, il nécessite, dans la plupart des temps, un serveur cartographique derrière, donc GeoServer, MapServer, un service WMS qui est capable justement de proposer ces couches de données et les analyses thématiques qui peuvent être proposées. Voilà. Il peut servir simplement de web SIG classique, hein. Dans certains observatoires, il peut être intéressant d'avoir le avant-après, enfin de pouvoir le consulter. Voilà. Typiquement sur ce genre de choses, c'est pas des choses qu'on va retrouver nativement dans les outils carto des outils de dashboarding, hein, enfin, de tableau de bord, quoi, clairement. Voilà, donc ça c'est des choses, ça dépend de ce qu'on veut montrer, ça dépend du niveau fonctionnel qu'on veut avoir, quoi. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre qui pourrait être intéressant? Alors, surveillance. Alors. Oui, bah c'est si j'avais été sur le voilà. Ah oui, c'était l'animation. Voilà, des capacités typiquement. On l'avait tout à l'heure. Hein.
Voilà, de pouvoir voilà mettre en place si ce genre de choses est intéressant pour vous, à un moment donné, voir la propagation d'une espèce, du suivi de je sais pas quoi, de l'ambroisie, du suivi d'un certain nombre de choses, et puis de mettre cette petite animation. Voilà, c'est des choses qui peuvent être mises en place à travers cet outil. Je vais pas aller plus loin hein, dans le dispositif. Voilà, vous pouvez accéder à cette page. Elle est comment elle est libre d'accès quoi. Deuxième niveau, c'est un autre outil, c'est alors un outil qui est quand même beaucoup plus orienté SIG, qui peut répondre. En fait, c'est un outil orienté SIG, mais qui dispose quand même de fonctionnalités qui sont intéressantes. C'est l'outil MapStore, MapStore 2, donc c'est pareil, qui dispose sur alors où est-ce que j'ai passé? Bah voilà. Alors, MapStore 2, c'est un outil en fait qui va proposer la consultation de données à travers plusieurs axes d'analyse. Le premier, c'est évidemment les cartes, donc avec la possibilité de mettre à disposition un certain nombre de cartes qui ont été programmées, donc mise à disposition avec derrière une gestion potentiellement des utilisateurs, des profils et ainsi de suite. Donc avec la possibilité de proposer des cartes et également la possibilité d'avoir une optique aussi un petit peu plus dashboard, comme on a pu le voir avec les tableaux de bord. Donc si vous voulez, on est sur un outil un petit peu mixte et qui propose également d'ailleurs un mode aussi un peu je dirais contenu éditorial en proposant ce qu'on appelle des géostories. Alors là, bon, en gros, c'est la possibilité de mettre du contenu éditorial. Bon, ici, vous voyez, c'est un exemple un peu, alors pas bidon, mais voilà. Mais d'avoir une présentation un petit peu plus site internet ou site extranet. Donc voilà, donc c'est des approches qui peuvent être intéressantes dans certains cas où finalement, je dirais, la description d'une analyse compte au moins autant que je dirais ce qui est représenté sur la carte, quoi. Ou des photos, voilà, des vidéos, ainsi de suite, quoi. Donc ça, c'est une première approche. Voilà. La deuxième approche, comme je vous le disais, c'est le tableau de bord. Donc, alors, lequel là, voilà. Donc là, vous voyez bien qu'on est dans quelque chose qui finalement ressemble à ce que je vous ai montré tout à l'heure dans ceux qui étaient plutôt orientés data viz, sauf que on n'a peut-être pas forcément toutes les richesses qui nous permettent d'interagir entre les lignes du tableau, la carte ou des choses comme ça. Voilà. Donc à se poser la question. Voilà, c'est voilà. En gros, je sais que je veux m'orienter vers ce type de présentation au niveau de mon public. Grosso modo, quels vont être le niveau de finesse que je vais avoir besoin, voilà, dans les filtres, dans les associations de widgets entre eux. Voilà. Là-dessus, il faut vraiment se poser la question parce qu'ils n'ont pas forcément tous. Enfin, cet outil-là n'a pas forcément le même niveau. Enfin, il va être meilleur peut-être au niveau carto. Il va pas forcément être aussi performant en termes de lien entre les widgets ou en termes de filtrage ou d'agrégation de données ou ainsi de suite. Voilà. Donc deuxième mode de représentation, le mode dashboard. Et puis bien évidemment le mode carte classique. Alors je sais plus lequel j'avais pris. Le mode carte classique où on va retrouver donc dans une approche un peu SIG, vous voyez là la possibilité d'ajouter des widgets. C'est pas une carte dans un tableau de bord, c'est des widgets qui sont ajoutés sur la carte, quoi. Avec quand même l'interactivité, vous voyez ici, sur l'emprise spatiale, quoi. Voilà, des choses comme ça. Donc on a quand même à un moment donné une intelligence qui dit quand je suis sur une carte et que je zoome sur un secteur, la donnée dans les widgets va s'adapter automatiquement, quoi. Voilà. Donc c'est un outil qui est quand même qui peut aller très loin et c'est un outil qui peut peut-être répondre en interne aussi à d'autres besoins puisqu'on peut aller sur de la visu 3D, sur de la numérisation un petit peu en ligne. Alors ça va pas remplacer un QGIS, hein, qu'on soit clair, quoi. Mais c'est un outil qui peut être intéressant à déployer dans une structure, quoi. Voilà. Autre outil, je vais revenir sur ma présentation PDF. C'est l'outil, voilà. Alors c'est la suite, c'est l'outil Vizmap qui est en gros permet la publication facilitée d'un projet QGIS. Donc QGIS c'est clairement l'outil SIG, les géomaticiens, quoi. La publication de projets QGIS directement sur le web ou sur un intranet, un extranet, avec de manière complètement facilitée, quoi. Voilà. Donc là, on est sur une solution un peu complète entre le QGIS avec le plugin, le plugin Vizmap, le serveur géographique qui va permettre de pouvoir interpréter les projets QGIS, et puis le client qui va filer quelques informations, enfin qui va être utilisé par l'utilisateur final. Alors, je reprends ma petite démo. Alors, c'est pas ça. Voilà. Donc, je suis désolé, le seul exemple que j'ai trouvé là dernièrement, rapidement, c'est sur le Covid. Voilà. Mais avec, vous voyez, la possibilité de filtrer, filtrer sur un certain nombre de choses, les données s'adaptent. Voilà. Donc, globalement, on est, esthétiquement parlant,
Dans certains cas, on peut avoir un doute. Est-ce que c'est plutôt un outil orienté data vis, orienté carto? Effectivement, si ce n'est que certains les outils carto ne sont pas forcément tous nativement conçus pour pouvoir proposer ce genre de présentation quoi, aussi. C'est-à-dire que des fois, il va falloir mettre un petit peu malheureusement la main dans le cambouis pour faire du templating HTML, pour utiliser une librairie, de chart. Alors des choses sont parfois beaucoup plus entre guillemets packagées dans les outils de DataVis et pour la conception de tableau de bord. Voilà. Donc il y a à la fois du fonctionnel, il y a à la fois l'esthétique. Bon, les tableaux de bord c'est sympa, mais les tableaux de bord tel qu'on vous a montré, c'est sympa, mais ça reste quand même du dashboard quoi, avec des carrés, des choses comme ça. Voilà. Donc faut se poser la question aussi qu'est-ce que je veux, les fonctionnalités actuelles et futures, et puis également aussi l'esthétique, voilà, en fonction du type de public notamment. Quoi. Après, en usage interne, si grosso modo les indicateurs, tous les jours il y a de nouvelles cartes qui arrivent ou des choses comme ça, et qu'il faut aller vite, c'est le géomaticien qui s'en occupe. Voilà, ce type de solution peut être tout à fait adapté. Quoi. Voilà. Et ben écoutez, je vous propose. Donc là, je vais m'arrêter un petit peu pour les outils génériques. Donc vous voyez bien de famille. Faut faire un tri. Quoi. Faut chercher un petit peu. Il n'y a pas de solution de miracle. Il y a que des solutions qui sont plus ou moins adaptées à ce que je veux en faire. Et puis quand on trouve pas, les solutions qui sont appropriées, et ben à ce moment-là, on se retourne vers la conception d'un observatoire sur mesure. Donc effectivement, ça peut nécessiter un peu plus d'investissement en temps, parce que c'est des vrais projets à part entière, hein, comme si on développait des applications. Une vraie organisation à bâtir, des échanges avec le prestataire si on ne fait pas nous-mêmes, enfin voilà. Voilà, donc c'est un vrai travail. Quoi. Enfin, il y a plus de travail que sur l'implémentation d'outils de type dashboard ou d'outils de type SIG générique pour lesquels, si on fait des choses simples, voilà, on peut s'en sortir relativement tout seul. Un petit rappel quand même sur les technos open source qui peuvent être mobilisés justement dans le cadre de ces observatoires sur mesure. Le premier niveau, c'est qui dit observatoire cartographique dit à un moment donné, il faut stocker de l'information géographique. Quoi. Enfin, il faut la stocker ou en tout cas, il faut qu'elle soit stockée quelque part. Donc, si c'est pas au sein même de l'observatoire, ça va être un web service qui va la donner. Voilà. Donc, ce web service, il va la piocher à un moment donné quelque part. Donc, il y a un moteur à un moment donné de base de données ou des fichiers, mais bon, en général, si on va aller un peu plus loin, on va vite exploiter un moteur base de données spatial qui va permettre de pouvoir à un moment donné stocker, agréger, fusionner les entités, aller les sélectionner avec des index spatiaux pour ne retourner que certaines informations par rapport à l'emprise de ma carte, et ainsi de suite. Voilà, donc il y a plusieurs moteurs SGBD. Vous connaissez évidemment les SGBD propriétaires, Oracle Spatial, SQL Server qui dispose également de possibilités cartographiques, géographiques, de manipulation d'informations géographiques. Donc régulièrement, en tout cas dans ceux qu'on utilise, nous avec nos clients, on utilise régulièrement, quasi exclusivement même, le moteur SGBD PostgreSQL avec son extension PostGIS, quoi, qui permet de répondre vraiment à tout un tas de fonctionnalités qui sont notamment nécessaires quand on veut pouvoir publier de l'information cartographique, que ce soit dans le cadre d'un observatoire ou dans le cadre d'une application métier d'ailleurs. Il y a également, je l'ai cité, l'outil MariaDB, MySQL et maintenant mais MariaDB qui propose une extension géographique. Alors bon, je pense qu'ils sont arrivés malheureusement un peu tard. J'allais dire, le choix de PostGIS. Enfin, PostGIS étant tellement devenu une référence dans le domaine du SGBD open source géographique. Que MariaDB, je suis pas sûr qu'ils arrivent à reprendre un petit peu, à se mettre à niveau, en tout cas en termes d'usage, pas forcément en termes fonctionnels, mais en termes d'usage. Après, si vous avez, vous avez un site internet MySQL qui tourne là-dessus, est-ce que vous pouvez pas vous en sortir avec? C'est fort probable, quoi. Voilà, peut-être pas forcément déployer un PostGIS spécifiquement pour aller gérer la couche des départements de France métropolitaine ou des régions, quoi. Voilà. Qui dit stockage des données, dit à un moment donné, il faut les charger. Un observatoire, globalement, il n'est pas statique, il a vocation à proposer une évolution des données dans le temps. Donc, les données, il faut les charger dans ces bases de données, dans ces fichiers, ainsi de suite. Donc, soit on les charge manuellement, je publie du QGIS ou des choses comme ça, je m'en sors avec des actions manuelles. Soit, quand on fait du sur-mesure, en général, ce qui se passe, c'est que les données, elles sont disséminées dans tout un tas de bases de données. On est globalement sur du traitement automatisé, parce que si ça doit être mis à jour tous les jours, il va pas y avoir quelqu'un qui va cliquer sur un bouton pour dire je dépose le fichier SFTP que j'ai généré depuis mon QGIS à la main ou depuis mon instruction SQL que j'ai fait de ma base Oracle, je sais pas trop quoi, pour pouvoir le traiter. Donc on a en place, on utilise en général donc soit des outils,
relativement enfin une chaîne de traitement, une véritable chaîne de traitement. Donc ça peut être du code spécifique métier, hein, mais qui peut reposer sur l'utilisation soit de librairies particulières. Donc je pense à OGR dans le domaine open source, parce que c'est en gros c'est un peu le couteau suisse qui permet de convertir un peu tous les formats cartographiques, voire même importer de la donnée tabulaire. Mais le plus souvent, l'usage, voilà, soit de développement spécifique, soit l'usage de moteurs ETL. Donc les moteurs ETL, j'ai pas évoqué Talent ici, voilà, mais c'est le moteur ETL de référence au niveau manipulation d'informations géographiques. Nous utilisons deux outils open source qui sont à peu près équivalents en termes de fonctionnalité, qui sont l'outil Talent et l'outil Pentao, en sachant que voilà, pour pouvoir traiter à minima un petit peu l'information géographique, il a fallu que nous pour Pentao, une autre société, enfin comme tout camp à l'époque, pour Talent, développe en fait des extensions qui permettent de manipuler à minima l'information géographique pour pouvoir aller par exemple aller convertir une géométrie Oracle et la convertir dans une base de données PostgreSQL ou autre, PostGIS ou autre. Voilà. Donc ça c'est important, c'est des vraies chaînes de production, c'est un vrai workflow. L'avantage des ETL, c'est que quand il y a un échec, quand on peut valider les données, quand il y a un échec sur l'intégration d'un lot de données dans une base de données, on va pouvoir le rejeter, informer quelqu'un en disant voilà, j'ai pas pu mettre à jour l'observatoire parce que la donnée n'était pas conforme. Enfin voilà, tout un tas de processus, quoi. Voilà. Autre aspect, donc les bases de données, c'est quasiment obligatoire. Le moteur ETL, quand on veut faire du sur-mesure, enfin le moteur ETL ou workflow développé sur façon, c'est obligatoire à un moment donné. Après, on peut avoir, selon les cas, un besoin ou pas de serveur cartographique. Donc là, on peut avoir plusieurs niveaux sur les serveurs cartographiques. Je vais pas rester trop longtemps dessus, je pense que vous savez ce que c'est, hein, mais en gros, c'est à chaque fois le principe, une source de données, des styles qu'on applique dessus, des métadonnées, enfin tout comme ça, qui va permettre de diffuser de manière normalisée ou pas, enfin de préférence normalisée, des couches d'informations, des représentations cartographiques ou des données vectorielles qu'on va consommer avec soit des clients SIG bureautiques, parce que c'est normalisé, soit des clients web SIG, dont les applications, pour lesquelles, par exemple, les applications dont je vous ai parlé tout à l'heure présentées, les MViewer, les MapStore et ainsi de suite, vont pouvoir consommer et vous proposer typiquement les analyses thématiques, de type Chloroplet ou des choses comme ça, voilà, toutes ces informations-là. On a aussi des mécanismes particuliers qui peuvent être relativement intéressants, notamment dans la mise en cache de certaines informations. Quand on est sur des gros volumes de données, on va le voir tout à l'heure, et qu'à un moment donné, avec des forts trafics, la charge serveur est telle qu'il va falloir peut-être penser à des stratégies de mise en cache. Voilà. Donc ça, c'est pas une obligation, ça dépend du contexte de fréquentation, du contexte de charge, et ainsi de suite. Voilà. Donc il y a deux serveurs nous utilisons régulièrement. Donc j'ai parlé de QGIS Server tout à l'heure dans le cadre de l'ISMAP. Dans le domaine open source, c'est la solution GeoServer qui est un serveur géographique en Java qui dispose d'une interface d'administration, donc qui permet de publier des couches de données, de mettre des styles, de gérer potentiellement des accès au niveau de la sécurité pour certains flux. Et puis l'outil MapServer qui lui par contre nécessite un peu plus de commandes, alors qu'il y a une robustesse inégalée, mais qui nécessite un peu plus de paramétrage manuel et qui n'est pas forcément aussi facile à prendre en main. Par contre, typiquement, si l'analyse elle bouge pas pendant 5 ans, pas le contenu, hein, mais la répartition par exemple en classe, c'est tout à fait pertinent, quoi. Hein. Voilà, il n'y a pas forcément de il est loin d'être à exclure. Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser quand on a besoin d'utiliser un serveur cartographique, que ça soit pour la mise en place d'observatoires ou pas d'ailleurs. Il faut se poser la question en gros quelle va être son utilité, quoi. Voilà. Les librairies cartographiques, donc là on a bien compris, on est bien dans du développement. Hein. Je vous présente des briques de base qui vont servir à pouvoir concevoir avec du développement un observatoire sur mesure. Donc les librairies cartographiques, il y en a deux principales. Hein. C'est la librairie OpenLayer, qu'on retrouve dans tous les outils. En gros, avec ces deux librairies-là, vous les retrouvez dans tous les outils qui vous ont été montrés auparavant. Donc c'est un choix. Ça va être un choix basé sur la fonctionnalité, sur la légèreté, sur potentiellement la société qui a été retenue éventuellement pour faire l'observatoire, qui est plus spécialisée Lifted, qui est plus spécialisée OpenLayer. Voilà. Après, il n'y a pas fondamentalement de différence majeure. Je vous les ai évoqués ici. Nous c'est notre critère de distinction, en tout cas qui va faire qu'on va se retourner plus sur une technologie ou plus sur une autre. Mais globalement, c'est deux outils qui sont complètement, je dirais, qui sont vraiment pertinents, quoi.
Des exemples d'observatoires, donc je vais vous en présenter deux principaux. Le premier, ça concerne Carto Radio, qui est donc l'observatoire de l'Agence nationale des fréquences dédié à la localisation et je dirais à la fourniture d'informations sur les emplacements d'émetteurs, donc de sites qui émettent. Donc voilà, donc quand il dit émetteur, dit émetteur de télé, de téléphonie mobile, radio, privé, enfin en gros tout ce qui émet je crois de plus de 5 watts est localisé. Voilà, donc ils ont une mission de service public. Enfin c'est une agence gouvernementale hein, qui gère les attributions de fréquences, les implantations de sites. Voilà. Alors j'avais normalement prévu. Voilà, ici. Donc, on est sur une technologie, voilà, sur une technologie. Donc, c'est un site public. Hein. On est sur une technologie que je vous ai présenté tout à l'heure, une base de données PostgreSQL PostGIS, un géoserveur, voilà, je vais vous montrer un petit peu à quoi il sert. Et puis, bah, derrière, des fonctionnalités qui sont quand même un petit peu spécifiques et des données, voilà, qui vont, voilà, qui sont à différents niveaux. Donc, un site plutôt grand public, mais on va le voir, qui permettent d'accéder à certaines informations, je dirais quand même assez techniques, ou en tout cas pour les initiés, quoi. Donc on est sur une application responsive avec, ben voilà, concrètement l'objectif c'est de dire voilà au public de traiter deux thématiques. La thématique de la localisation des antennes et de caractérisation technique, et puis l'autre thématique qui est d'afficher les points de mesure qui ont été réalisés donc en vol par mètre pour s'assurer que les fréquences, enfin pardon, les expositions du public aux ondes ne sont pas trop importantes. Voilà. Donc on a des mécanismes de clustering, on est sur l'OpenAIRS, on utilise ici voilà les clusters d'information. Alors il est peut-être passé à 3, voilà, vous voyez. Et après on a la possibilité d'accéder à chaque fiche d'information. On peut filtrer, vous voyez ici, typiquement sur la téléphonie mobile, si je veux que du Bouygues en 5G, en 4G, enfin en 5G par exemple, voilà. Attendez, il faut que je cache les autres. Voilà, donc c'est vraiment un outil dédié, quoi. Voilà, c'est un outil dédié. Alors, pourquoi j'ai... Ah si, j'ai Free, ok. Voilà, ici, il n'y a que Free. Voilà, avec une fiche d'information qui va permettre... Voilà, donc on peut s'arrêter là. Voilà, je vais regarder si j'ai des fruits chez moi, je peux m'arrêter là. Si, par contre, je suis un peu plus passionné, je peux commencer à les regarder, rentrer dans le détail. Vous voyez qu'ici, on a l'information quand même un peu plus technique sur les bandes de fréquences qui sont utilisées, quoi. Sur quand est-ce que ça a commencé, sur les orientations des antennes. Et si je suis vraiment... Bah, justement, les orientations d'antennes sont pour moi enfin en tout cas importantes pour que je regarde si ça émet dans le voilà. J'ai la possibilité d'avoir directement, vous voyez, les informations ici. Donc là concrètement, bah, il y a un serveur cartographique qui fait ça quoi. Derrière, il y a un géoserveur qui à un moment donné parce que nous l'information ne nous est pas transmise comme ça, elle est recalculée. C'est-à-dire que dans le traitement cartographique, j'ai mon emplacement d'émetteur, j'ai un azimut, je lui dis en fonction de l'échelle, tu me fais une flèche dans telle direction. Et tu me positionnes le petit carré, voilà. Alors est-ce qu'il y a de l'orange là-dessus? Non, il n'y a pas de, il est tout seul et c'est faire free là-dessus. Voilà, il me positionne les petits pictos qui correspondent aux opérateurs. Voilà. Pareil pour les mesures. Donc ici sur les mesures, on a des informations. Voilà, ici une mesure qui a été faite chez quelqu'un, un Linky, voilà, pour s'assurer que, voilà, enfin, notamment avec les questions que la population se posait sur l'exposition aux ondes. Voilà. Donc on est dans dans quelque chose de très spécifique et pour lesquels finalement ça aurait été quand même peut-être relativement compliqué de faire ça avec un outil un petit peu générique tel que je vous les ai présentés tout à l'heure. Je dis pas que c'est impossible, c'est pas impossible. Par contre, est-ce que ça allait être forcément plus économe en temps? Je suis pas persuadé, quoi. Voilà, donc je reviens. Ici, juste un exemple, je vais pas rentrer dans le détail, mais pour vous montrer l'intégration des données. Voilà. En gros, qu'est-ce qui se passe? Il y a un responsable des données, voilà, il y a deux bases de données. Il y a un administrateur. Il y a une base de données qui contient l'emplacement des sites avec les caractéristiques techniques. Il y a une autre base de données qui s'appelle mesure de champ radioélectrique qui contient tous les résultats de mesures qui ont été faits par des laboratoires concernant les expositions aux ondes. Il y a des PDF de rapports qui sont téléchargeables, enfin qui sont entre guillemets générés par les bureaux d'études. Et tout ça, en fait, doit être intégré. Je crois, alors pour certains, c'est toutes les semaines, pour d'autres, je me demande si c'est pas par jour. Toutes les données doivent être intégrées régulièrement dans cet observatoire qui est hébergé, non pas à la NFR, mais qui est hébergé chez un hébergeur externe, dans une base de données, avec justement la prise en charge, je dirais, voilà, on a essayé d'intégrer les données, ça n'a pas marché. Donc je génère un rapport que j'envoie au responsable, voilà. Mais ça n'a pas marché, par contre, faut pas qu'on vide, vu qu'on fait de l'annule en place, faut pas que mon site se retrouve complètement avec zéro donnée à présenter à l'utilisateur sur Internet. Donc en gros, on a une sorte de SaaS, on essaye d'intégrer les données. Si l'intégration se passe bien, on essaye de les consolider dans un autre schéma. Et c'est ce schéma-là, en consultation seule, qui est qui constitue les données de l'observatoire. Donc on en profite pour agréger quelques données au passage. Voilà. Et si par contre l'intégration échoue,
ce schéma-là, il conserve la donnée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas, voilà, c'est une grosse transaction et on ne fait pas de drop, voilà. Donc, ce qui fait que Carto Radio a toujours des données qui sont affichées, quoi. Voilà, dès lors que le site, bien entendu, tourne. Voilà. Tout ça pour montrer que vraiment il y a une vraie logique dans l'observatoire de ce que je vous disais tout à l'heure, l'intégration des données, un workflow, un vrai processus de workflow à penser, quoi. Ma connexion internet, donc là on est voilà, on est sur quelque chose à fort trafic, très fort trafic. On est arrivé quand ils ont publié dernièrement là, il y a 1 ou 2 mois, on est arrivé à plus de 80 000 connexions par jour. Donc là vous voyez qu'il faut vraiment penser une architecture qui tienne la route. Donc derrière on a 4 serveurs géoserveurs qui sont mis en place. On a avec du load balancing, on a du cache, web cache pour pouvoir justement mettre en place, générer tout ce tuilage. On est sur des trimestres. Ils publient les données tous les trimestres. Donc, on peut se permettre de mettre l'information en cache cartographique, de générer du tuilage. Vous voyez ici, en fait, on a globalement des informations qui sont liées à chaque point adresse. Donc, on a en gros, chaque point, ça correspond à une adresse d'un bâtiment en France métropolitaine. Et puis derrière, on retrouve ces accès. Donc, en gros, c'est quoi? C'est l'accès au débit pour les particuliers, enfin les particuliers ou entreprises, hein, mais l'accès localisé avec les débits théorique accessible. Voilà. Donc ça, c'est le premier niveau de représentation. Voilà. Donc un accès à l'adresse. Donc on retrouve régulièrement cette localisation. Voilà. Soit j'utilise mon GPS issu en responsive et puis ça me localise tout seul. On a la même chose sur Carto Radio. Soit voilà, je recherche sur une adresse, ainsi de suite. Et puis vous avez également la possibilité de rebasculer sur l'information plutôt agrégée à un niveau un niveau communal, à un niveau alors peut-être pas communal, commune quand même aussi, à un niveau communal, à un niveau départemental ou à un niveau régional, quoi. Voilà. Donc avec, pareil, ces informations qui sont, voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est des modes de représentation un peu spécifiques, quoi. Voilà, on sort un petit peu de l'histogramme classique, du camembert, enfin voilà. Donc typiquement, quand on veut faire des choses un peu plus évoluées graphiquement, qui supportent la charge, voilà, des choses comme ça, on n'a pas vraiment d'autre choix que de passer par du développement ad hoc, quoi. Voilà. Donc, mais ça dépend, je vous dis, de la finalité que vous voulez donner à votre outil, quoi. Clairement, le déploiement de l'internet au débit en France, c'est très important, tout le monde s'en préoccupe. Ça méritait un observatoire dédié et enfin, en tout cas, c'est le choix qui a été fait, quoi. Voilà. Et donc un développement sur mesure. Dernier outil, donc là un outil qui est moins spécifique, qui est un peu plus, alors qui est plus thématique. C'est pas nous qui l'avons mis en place, c'est l'outil Terristory, qui est dédié aux indicateurs, donc sur des publics quand même déjà, pareil, ici relativement, alors région, je vais prendre commune, département de commune, voilà, allez hop, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient de là, des anciennes connaissances. Donc je vais aller dessus. Voilà, donc avec la possibilité d'afficher un certain nombre. Alors, c'est pas nous qui l'avons fait, que je me trompe pas. Voilà, donc des représentations cartographiques. Voilà, donc on peut retomber un petit peu dans ce qu'on pouvait avoir sur du géoclip ou des choses comme ça tout à l'heure. Avec, par contre, vous voyez ici des représentations qui vont être mixtes. Voilà, mais là on est dans du sur-mesure aussi. Donc ils ont assemblé une base de données géographique. Des composants DataVis de chart, enfin de graphique, tout un tas et aussi je crois qu'il me demande s'il n'y a pas un peu des composants d'autres ou des choses comme ça, voilà, donc des logiques de tableau de bord. Donc on retrouve, voilà, c'est du sur mesure présenté, voilà, mais qui a été fait, qui peut ressembler pour certains aspects à ce que peuvent proposer des outils qui permettent de générer des tableaux de bord classiques. Voilà, écoutez, j'en ai à peu près terminé là pour la présentation, donc je vous propose de passer aux questions. Première question, donc est-ce que les intégrateurs le font depuis le site web? Alors, je ne sais pas si c'est lié ça. Alors, je ne sais pas si c'est lié. Je comprends pas la question. Bon. Donc la personne qui a posé la question là, si elle peut, est-ce que les intégrateurs le font depuis le site web? Est-ce qu'elle peut préciser le sens de la question? Oui, ça sera disponible en replay. Ça sera disponible en replay. Attendez, voilà. Après. Alors, est-ce que les informations visibles sur carte radio sont intégrées in situ?
Oui, 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 oui. Alors, connaissez-vous R, visualisation spatiale, qu'en pensez-vous? Non, je ne connais pas, enfin, je connais R, par contre, je ne connais pas l'autre solution que vous évoquez. Alors, de notre côté, data, Pole Data, effectivement, c'est des solutions qu'on connaît bien, les solutions R et R Shiny, notamment. Alors, on les utilise plutôt sur la défense statistique. Voilà, donc ça dépend effectivement du projet et des besoins. Il faudrait voir un peu plus en détail, effectivement, si ça pourrait correspondre. Mais à première vue, c'est plutôt des outils sur la partie statistique. Donc, après, c'est des outils, de toute façon, quand on fait de l'observatoire sur mesure, qu'on peut intégrer soit dans des workflows, soit dans des, voilà, j'imagine que dans des présentations. Effectivement, R, moi, enfin, je connaissais, voilà, voilà, pour vraiment manipuler la donnée. Après, la restitution, voilà, voilà, je sais pas si même au niveau de l'agence de l'ARCEP, je sais pas s'ils l'utilisent pas voilà, pour faire un certain nombre de traitements, notamment qui sont présentés sur ma connexion Internet, quoi. Alors, est-ce que vous connaissez à l'échelle d'une commune, des exemples étant sur des territoires plus larges? Alors, à l'échelle des communes, en fait, bah, de toute façon, alors j'ai pas forcément d'exemple particulier en tête. Effectivement, surtout, on a beaucoup travaillé à l'échelle nationale, voire parfois régionale ou après, j'ai presque envie de dire ça dépend. Enfin, les outils qui vous ont été proposés, notamment l'ISMAP, je sais que par exemple sur des thématiques en assainissement ou des choses comme ça, il y a des communes qui publient avec l'ISMAP, avec les solutions l'ISMAP, des cartographies communales, quoi. Voilà, mais ça peut être sur l'occupation du sol. Enfin, une commune qui souhaiterait publier, alors après c'est pareil, ça dépend de la taille de la commune, du budget dont elle dispose, mais voilà, elle a, je pense, possibilité de proposer des observatoires plus ou moins évolués qui lui permettraient de communiquer auprès de ses citoyens et de ses concitoyens, quoi. Alors, bah, écoutez, je vous remercie en tout cas de votre participation. Voilà. Et puis s'il y a des questions, donc vous pouvez nous contacter. Donc soit l'équipe, soit mon équipe, soit l'équipe de enfin soit Myriam directement qui sera capable, en fonction de, je dirais, des besoins, d'orienter peut-être plus vers l'équipe data ou plutôt vers l'équipe géodata, GIS chez nous. Voilà. Et voilà. Et puis de toute façon, si vous avez des projets ou voilà, faut pas hésiter. Donc vous voyez, nous, on est toujours à cheval, on communique avec les équipes, bien évidemment, avec les équipes de Sylvain là-dessus. Là, prochainement, on va réécrire l'extension GIS de Pentao pour pouvoir prendre en charge dans l'ETL HOP. Donc, il y a un portage de Pentao en version, enfin voilà, la nouvelle version de l'ETL Pentao pour prendre en compte les extensions spatiales. Régulièrement, on échange sur les technologies Open Layers ou autres, pour savoir comment eux peuvent potentiellement les intégrer. On a travaillé sur l'outil Redash, nous, pour mettre en place justement la représentation cartographique pour les SDIS. Voilà, donc si vous voulez, la frontière, on n'est pas, voilà, c'est pas parce qu'on travaille avec deux approches, moi une approche plutôt géomaticien, mais plutôt une approche de données, qu'on se parle pas et qu'on n'échange pas sur les technologies, bien évidemment. Voilà. Et on est souvent amené à répondre, intervenir sur des dossiers ensemble, quoi. Voilà. Myriam, je crois que j'ai basculé toutes les questions. Personne. Oui, a priori. Eh ben écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt j'espère pour échanger de vive voix avec vous sur un projet, voilà. Dans le cadre d'un projet si vous avez des besoins. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Merci à tous.